modélise notre densité par une gaussienne. C'est en fait par une moyenne et une variance, ce qui revient à modéliser par une gaussienne. Alors c'est la chose en vert là. Alors c'est un peu étrange parce que d'un côté on dit oui, bon, ok, on modélise avec deux paramètres, moyenne, variance, mais si on peut montrer que ça revient à modéliser par une gaussienne, mais c'est un peu bizarre de modéliser quelque chose qui est strictement positif par une gaussienne. Donc on l'a aussi modélisé par une semi-gaussienne, par des histogrammes tout simplement. Donc là en jaune, en fait c'est l'histogramme normal. Et puis on a utilisé aussi une estimation non supervisée, log-spline, avec proposée par Cooperberg et Stone. Donc ça qui colle particulièrement bien à la densité de probabilité. Et dernière modélisation, c'est un histogramme simple, mais au lieu d'espacer les bins de l'histogramme de façon linéaire, on les espace de façon logarithmique, puisque nos densités, je vous avais dit, sont surgaussiennes, hein, c'est des codages, ça aboutit à un codage parcimonieux dispersé des activités. Donc on a des activités des densités très surgaussiennes, donc avec l'essentiel de l'information du côté proche de 0, d'où l'intérêt de faire une distribution logarithmique depuis 0. Du coup, étant donné deux images, on a une collection de filtres. Une image donnée est caractérisée par n étant le nombre de filtres, densité de probabilité. D'accord ? Pour chacune d'entre elles, enfin pour chaque canal de codage, on peut calculer la divergence de Kullback-Leibler, donc la différence entre les densités. D'accord ? Donc on a n distance, entre guillemets, entre les densités. Et étant donné que l'on a indépendance statistique entre nos unités de codage, on peut rigoureusement additionner ces divergences pour avoir la divergence de Kullback-Leibler entre les probabilités conjointes. D'accord ? Les probabilités conjointes étant le produit des marginales. La divergence de Kullback-Leibler, c'est un log. Donc la somme est strictement égale à la Kullback-Leibler de la conjointe est égale à la somme des divergences marginales. Autre signature qui là cherche à exploiter plutôt l'aspect adaptation des filtres aux catégories d'images, c'est l'implémentation par activité maximale. Donc là, étant donné une image, toujours n filtres, on va regarder en chaque pixel quel est le numéro du filtre le plus actif. D'accord ? Et on va en faire un histogramme dans un sac d'activité. D'accord ? Et il y a une petite variation à ce schéma-là qui avait été faite à l'époque, qui est de balader une fenêtre glissante sur cette carte d'activité pour avoir une information de structure. Alors, quelques résultats. De façon, grosso modo, le premier résultat, c'est que plus la modélisation de notre densité est fine, meilleur. Oui, alors pardon. Là, on a un taux de classification sur 500 images. Donc, utilisant les différents modèles qu'on a proposés. Donc, plus la modélisation est fine, plus le taux de classification est élevé. Là, on avait la moyenne, ici, donc la modélisation par un simple chiffre, et ici par deux chiffres, la moyenne et la variance. Ici, on a tout l'ensemble des modélisations par des histogrammes normaux.
Et là, on a les estimations par densité log-spine, donc proche des données, proche de la vraie densité. Sachant qu'on obtient des résultats tout à fait semblables avec des histogrammes à distribution logarithmique. Ce qui est assez intéressant parce que c'est moins lourd à calculer. Ouais, vous aurez noté que oui, alors ces résultats sont obtenus pour des nombres de filtres un peu différents, mais dans l'ensemble entre là, 8 et 20 filtres. Donc sur notre collection d'images, qui peut en avoir jusqu'à 750, enfin 1000, 1024, on utilise vraiment très peu. La décision de reconnaissance, elle est faite avec quoi? Ça, c'était du KNN. Ah, d'accord. Et en Live One Out. C'était sur une petite base à l'époque. 2500 images. Donc, comme je vous disais, les filtres, le problème est qu'on peut avoir, enfin voilà, on a plein de filtres, et donc, de façon computationnelle, ça peut être très lourd à calculer quand on en a plein, parce qu'à chaque fois, on a quand même une convolution par filtre, d'accord ? Néanmoins, là, on a représenté, l'influence de la taille des signatures, c'est-à-dire le nombre de filtres utilisés. À chaque fois, on en faisait une sélection aléatoire, d'accord, qu'on répétait 20 fois d'un certain nombre. Et on comparait ça à des histogrammes, des descripteurs globaux de type texture ou couleur. Et on voyait que finalement, donc bon, si on commence par la droite, quand on a un grand nombre de filtres, ben, évidemment les taux de classifs sont meilleurs, mais ça ne se dégrade pas trop, même pour un très petit nombre de filtres. Si je reviens sur le précédent, encore une fois, voilà, on avait des résultats intéressants avec peu de filtres. Le problème, c'était de savoir un peu lesquels. D'où ce critère de sélection, parce que là, en pratique, dans cette expérience, bon, bah, voilà, on a quand même des sélections aléatoires. On aimerait bien directement trouver le critère, les bons filtres, entre guillemets. Même si ça marche plutôt bien toujours. D'où l'intérêt de regarder cette fameuse sélection de filtres avec le critère qu'on avait proposé, là, le critère zeta, ou simplement, ça c'était la moitié de ce critère, dispersal, comparé à une sélection aléatoire. Donc, selon le type de signature, donc selon si on utilise la signature globale ou globale avec la fenêtre glissante, ce qu'on avait dit local là, bah le critère généralement permet, l'utilisation de ce genre de critère permet d'être mieux que l'aléatoire, mais bon, c'est pas toujours le cas. Et puis donc dernière évaluation qui avait été faite aussi à ce moment-là, qui était sur 11 catégories d'images, donc avec beaucoup moins d'images d'apprentissage, 220 que d'images de test. On avait donc calculé des filtres ICA et on les avait comparés d'une part à des histogrammes de texture et de couleur et à des sacs de SIFT de taille variable avec à l'époque un classifieur SVM. Et donc ça a donné globalement, donc là c'est les résultats par catégorie, sachant que on avait utilisé donc nos deux signatures par activité là, et puis auquel on avait éventuellement ajouté la moyenne et la variance de la couleur sur l'image. Et donc les filtres ICA ne donnaient pas, enfin les signatures proposées ne donnaient pas toujours les meilleurs résultats, loin de là sur chaque catégorie. Mais globalement, voilà, les résultats s'étalaient plutôt de 50 à 60% sur ce problème-là, alors que les autres descripteurs étaient en dessous de 50. Et quand on avait comparé aux sacs, alors je pense qu'il y avait eu un problème, parce qu'à l'époque, les sacs de mots donnaient parfois de bons résultats sur certaines catégories, mais en moyenne,
je pense que j'avais utilisé en fait au lieu de faire un échantillonnage dense des sifts, mettre des sifts un peu partout dans les scènes, on a utilisé un détecteur, et du coup ça n'avait pas trop fonctionné. Voilà, donc en conclusion, les points à retenir sont que les scènes naturelles sont des objets particuliers, qui ont une structure très contrainte, qu'un codage efficace de ces scènes naturelles peut être obtenu par un principe de réduction de redondance, que ce peut être en œuvre l'analyse en composantes indépendantes. Le résultat de ce schéma donne des unités codantes qui s'adaptent aux statistiques des images naturelles et que divers modèles de signature peuvent en être dérivés. Voilà. J'en ai 4 pages. Hein, ouais. Donc, je ne sais pas ce que tu veux. La dernière publication que tu aurais faite sur ce sujet 2007. Oui. 2007. On peut dire. Mais je vais le reprendre. Tu vois, attends. Le 2007, là, c'est dans quoi? C'était... Avec O'Connor. C'est le tableau que tu viens de montrer. Ouais. D'accord. Et depuis, vous avez encore un peu plus travaillé Peut-être que j'ai retravaillé ces derniers mois dessus. Ah, vous partez dessus. Ouais, il y a des choses intéressantes. D'accord. Plus. Hervé, au niveau codage, tu as sûrement une question? C'est le codage qui est effectué à chaud. En fait, moi, il y a une question que je me posais quand même, c'est donc on parle d'ICA, et il y avait un moment où tu disais que grosso modo l'ICA, par rapport à la PCA, ça allait offrir des réponses qui étaient plus réparties en fait. Mais la PCA, c'est avant tout, de mon point de vue, et après c'est pas forcément comme ça que c'est utilisé, mais c'est avant tout un choix de sous-espace. Et rien n'empêche, je fais une rotation après pour essayer d'avoir des réponses équilibrées, en particulier dans les histoires de PCA localisées. Il y a eu un papier il y a quelques années, CCV, 2003, où il relocalisait la PCA, voire il calculait une PCA avec des critères de qualité pour avoir des réponses à certains endroits. Et je me demandais comment ça s'est positionné par rapport à l'ICA, qui elle par contre ne part pas avec un critère a priori de localité ou de réponse structurée en fait. Donc, je me demandais en fait s'il y avait des liens et s'il y avait des choses en commun, des choses à explorer de ce côté-là, d'un point de vue application, parce qu'ils avaient pris les mêmes images en fait, hein, les images de la face où ils montraient qu'il peut y avoir des réponses sur la bouche et puis des réponses plus localisées justement avec une PCA dans lequel le critère aurait été modifié pour être plus spécialisé justement par rapport aux autres. Je vois pas cette publie, mais par contre... Je crois qu'elle est passée assez inaperçue en fait, parce que... Par contre, sur les visages, effectivement, quand Bartlett et Sejnowski avait appliqué la CI sur les visages, contrairement aux Egenface qu'on a vu tout à l'heure, qui représentent à chaque fois des formes globales des visages, les filtres ICA, effectivement, donnaient des détails saillants des visages. Tu dis le nez, la bouche, les yeux. Donc, oui, c'est possible que ça s'en rapproche. Après, là, j'ai présenté une toute petite partie de l'ICA. Hein. Il y a plein de façons de l'approcher, de tendre vers cette indépendance statistique. Mais par contre, parce que j'en ai pas parlé, mais j'avais essayé de calculer les filtres avec différents algorithmes d'ICA à l'époque. Et en pratique, ça ne changeait pas grand-chose. Sinon que ceux dont j'ai pas présenté les résultats étaient ou plus instables, qui ne convergeaient pas parfois, ou beaucoup plus lents. Enfin, là, c'est pour ça que j'ai parlé de la fast ICA, c'est qu'en pratique, en pratique, on obtenait toujours plus ou moins des unités codantes. Non, il y avait des variations, mais plus dues au pré-traitement qu'à l'algorithme. Et quand on prenait la chaîne entière jusqu'à la classification, ça ne changeait pas grand-chose. Donc c'est pour ça que je garde le principe. Je dis on peut utiliser FastICA parce que voilà, ça marche bien.
Mais j'ai aucune raison de dire vaut mieux utiliser tel algorithme d'ICA que tel autre. C'est le principe général. Voire, voilà, il y a sûrement des compositions parcimonieuses qui aboutissent à des choses qui ressemblent, au moins visuellement, et qui doivent pouvoir aboutir à des résultats semblables. Je crois d'ailleurs que Francis Bas avait un article sur la PCA sparse, enfin, contrainte en sparsité de mémoire. Ça doit se rapprocher de l'ICA, du coup, comme ça. Si on, Du si coup, on calcule... C'est le critère qui est un peu différent, quoi. Ouais. Oui, si on fait des contraintes de parcimonie, ça revient à chercher, voilà, des unités qui vont avoir des densités, des activités surgaussiennes. Et donc cette surgaussianité est fortement liée, non-gaussianité est fortement liée, on l'avait vu, j'en ai parlé tout à l'heure dans le test ICA, à une espèce d'indépendance, à une forme d'indépendance statistique entre les activités. Et en fait, des descripteurs de type SIF-SURF, justement, j'ai regardé un peu leurs activités, c'est pareil, c'est très surgaussien. Donc en fait, c'est peut-être pas l'indépendance statistique qui fait les choses, c'est peut-être simplement cette forme, cette surgaussianité des activités qui est intéressante. À un moment donné, dans un de tes slides, tu comparais un peu les réponses de tes filtres que tu as obtenus par analyse en composante indépendante avec les réponses par des filtres de Gabor. Et tu essaies de faire un parallèle. Et la question est, est-ce qu'on pourrait trouver un jeu de paramètres pour une catégorie de données qui pourrait approcher de façon complètement paramétrique les réponses de ces filtres que tu as obtenus après apprentissage sur une large base par analyse indépendante? Alors, ce que j'ai montré, effectivement, c'était une tentative une modélisation des filtres ACI par Gabor. Les réponses obtenues, les Gabor obtenus étaient quand même différents. Bien différents. Un peu différents. Mais comme l'a dit Janie tout à l'heure, ça se trouve c'était aussi parce que le modèle de Gabor n'était pas le plus adapté à modéliser ça. Peut-être que modélisé par les logs La Gabor... comparaison est quand même vachement difficile. Si on compare sur les réponses impulsionnelles ou sur les... Oui, moi j'étais dans le spectre. Je les avais modélisés sur les spectres. Ouais. J'ai essayé de coller une gaussienne sur la transformée de Fourier. Par contre, ce que j'avais fait quand même, c'était des classifications avec des rosaces de Gabor. Et bon, ça donnait un petit peu moins bien que... quelques bons pourcents, suffisamment pour dire ma méthode est meilleure à l'époque, mais bon, voilà, c'était pas... les filtres de Gabor, comme je disais tout à l'heure, toute réponse, je pense, qui doit fournir une activité surgaussienne, va donner quand même des choses intéressantes. Tes décompositions, tu les faisais par catégorie, les dictionnaires, tu les construis par catégorie. Et là, peut-être, tu as des bancs de filtres qui sont adaptés par catégorie aussi. Alors, si tu as une batterie de filtres qui sont indépendants de la catégorie... Mais les Gabor, tu peux pas les adapter... ou alors tu peux choisir le nombre d'orientations et le nombre de fréquences par catégorie éventuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu mets deux orientations sur une catégorie, deux autres sur une autre, ça revient à faire une seule banque avec 4 orientations. Voilà. Donc j'ai une autre question, en fait, donc le GIST, tu en as parlé, ouais. C'est très utilisé, quoi. C'est incroyable, quoi. Alors pourtant ça vient, donc a priori c'est vieux, si j'ai bien compris, ça a déjà 10 ans, quelque chose près. Donc il y a mieux depuis, donc on peut faire mieux, il y aura un nouveau GIST qui est dans les labos, qu'on attend d'avoir en ligne. Enfin, la question est assez importante dans mon contexte, que je suis assez utilisateur descripteur, et on s'est rendu compte que le GIST ça marchait très bien pour plein de trucs, donc pour la reconnaissance de salle, mais aussi pour la détection de copies, des choses comme ça. Donc s'il y a des choses en magasin, je pense que ça vaut le coup de leur rendre visite, quoi. Enfin, en ligne, quoi, avec des packages, parce que je pense que c'est aussi ça qui a beaucoup bénéficié à cet article là sur les GIST, c'est que le code a été mis en ligne, et c'est des choses qui sont mieux, qui vont un peu plus loin que ça. Ça vaut le coup, donc à l'époque, je n'avais pas du tout comparé au GIST. Il n'avait pas été mis en ligne, je pense, à ce moment-là. Mais oui, je pense qu'il faut que je vois si c'est vraiment intéressant. Ce en quoi le GIST en ligne, en fait, c'est des approximations par des fils de Gabor.
qui fait. Donc l'avantage, c'est que enfin, de façon computationnelle, c'est beaucoup plus simple à calculer. C'est-à-dire qu'on a effectivement notre banque de filtres de Gabor, on a nos images, pouf, on a la signature. Là, il faut d'abord extraire des filtres, éventuellement adapter à une collection, et pour après... En fait, là, on obtient des filtres non supervisés, de façon supervisée, en fait, par apprentissage. Et chaque unité codante n'est pas connue à l'avance, elle n'a pas de formule paramétrique. Est-ce qu'il y a vraiment un problème de complexité? Parce que les GIS, la première chose qui est faite, c'est qu'ils réduisent l'image en 32 x 32 ou 64 x 64. Nous, on fait pareil, donc ça marche quasiment aussi bien que quand on prend 512 x 512, qui prend beaucoup plus de temps, parce que la FFT, c'est NeoGAN, ça, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment beaucoup moins, pas coûteux, et on perd quasiment rien à prendre des tout petites imagettes pour faire de la reconnaissance de scène, de la détection topique. Donc ce qui est vraiment un problème de complexité, même si on avait un algorithme qui est un peu plus coûteux qu'un GIST, ça prend 10 millisecondes de calculer sur 32 x 32, bon, si on passait à 500, ce serait pas très grave. J'en dis plus. Dans peu de temps. Si, les signatures, je crois que j'ai mis le package. D'accord. Mais ça, en tout cas, moi j'ai pas vu passer ces choses-là, alors que a priori 10, donc si je comprends bien, c'est vieux quand même, il y a des choses qui ont été faites depuis. Bon, je découvre, ces choses-là je connais pas du tout. Donc, oui, mais ça vient de choses qui ont été faites en 99, 2001, et le GIST vraiment utilisé, c'est relativement récent en classification. Ouais, ça se 2007, 2008, quelque chose comme ça. Enfin, vraiment à outrance, par plein de gens. Peut-être que depuis que le package était mis en ligne. Oui, non mais c'est ça en fait. Je pense que c'est quand Antonio Toralbal a mis quelque chose de propre en ligne, c'était plus facile. C'est 2003-2004. Qu'il a été mis en ligne. Ouais. C'est que c'est. On peut penser que ce soit des processus neurophysiologiques, ce calcul d'ICR, cette projection d'ICR. Alors, les filtres obtenus, comme je disais, il y avait quelques congruences différentes, avec quelques... il y avait des différences et des congruences avec les données biologiques. Et après, sur l'ACI en elle-même, il y a plein de types, plein de façons de la voir. Et donc les deux que j'ai présentés, il y en a une qui l'équation, c'est vraiment, on écrit la dérivée du taux de transfert, de l'entropie, est égale à la dérivée par rapport au poids de l'information mutuelle des sorties. On écrit ça, et ça c'est le principe Infomax, équivalent au principe de réduction de redondance. Ça, on peut supposer que c'est un principe qui est utilisé, que la recherche d'indépendance maximale, d'efficacité, de codage factoriel, donc de réduction de redondance entre nos canaux, quelque chose qu'on peut retrouver biologiquement. Parce qu'on ne sait pas à quel niveau ça peut avoir lieu. Parce que là, par exemple, c'est tiré sur des imagettes au départ, mais ça peut peut-être avoir lieu sur des signaux de V1. Derrière appliqué. Qu'est-ce que ça donnerait là? C'est vrai que dans le principe, cette notion d'extraction d'indépendance, ça paraît très logique au niveau biologique. Je pense pas que ça date de Barlow, quand il commence à faire de la décorrélation. L'idée, mais... Après, je ne sais pas si l'algorithme le premier dont j'ai parlé, le neuromimétique, l'inspiration neuromimétique, la règle d'apprentissage avec les deux fonctions impaires, si ça avait une inspiration biologique ou pas.
Ouais, bah oui, parce que l'idée c'était de dire, bon, faut pas que ça décorrèle, que ça fasse mieux. Donc, faut que ce soit non linéaire. Et en fait, bon, on a essayé des fonctions avec Bernard Hans au début. On tirait des fonctions un peu au hasard, comme ça, alors évidemment ça merdait tout le temps. Jusqu'au jour où je vaguement trouvé un article de biologie sur des non-linéarités de synapses. J'ai dit, tiens, si on essayait ça, alors bon, il fallait essayer un coup dans un sens, un coup dans l'autre, et puis là, c'est là qu'on a trouvé qu'il y avait une solution que ça marchait. Une arc tangente et une fonction cube, si je me souviens. Moi j'avais une dernière question sur ton dernier slide, sur l'aspect de ton bag of activity. Ouais. Est-ce que c'est un ancêtre du spatial pyramidal matching, on les approche pas trop loin, ou le fait de suivre cette trajectoire-là, ça apporte plus qu'un... Alors, bon, déjà à l'époque, voilà, enfin, les bag of search, je connaissais pas trop. Et ouais, ça ressemble, mais il y a quand même une grosse différence. C'est que là, l'histogramme est fait vraiment sur l'activité en chaque pixel. Enfin, pour la signature globale, hein, ça c'est vraiment juste une spatialisation de l'activité. Mais effectivement, il y a une. Là, j'ai jamais employé ce terme-là avant aujourd'hui, hein, mais c'est a posteriori, je me dis, bah oui, ça ressemble à ça en fait. C'est un sac de l'activité des filtres. Ça revient au même. Et ça marchait mieux que... Alors ça marchait par rapport à ce type de signature-là. En fait, au final, je me suis mis plutôt à utiliser ce genre de signature parce que je l'avais implémenté de façon efficace et que ça marchait souvent mieux que... disons que là, il fallait, pour que ça marche bien, il fallait faire une modélisation un peu lourde, un histogramme logarithmique à minimum, voire une estimation de la densité de façon non supervisée par l'Oxplane. Et donc là, ça devenait, c'était un peu plus lourd pour donner des résultats pas forcément plus intéressants. Et puis surtout là, il y avait cet aspect, on voyait un peu ce que ça représentait, ça marchait bien. Donc oui, je préfère utiliser ces signatures-là. À l'époque, ça rajoutait toujours quelque chose. Depuis, je l'ai retesté sur d'autres bases de données plus récentes. Et en fait, ça ne donne pas toujours mieux que ça. Ça dépend. D'autres questions? Bien, bah c'était